On ne va pas se mentir. Si des gros films de science-fiction cassent régulièrement le box-office avec des niveaux de qualité plus ou moins élevés, il est très rare que le grand public s'intéresse à ce qui sort côté bouquin. Ça reste, en France en tout cas, un genre peu discuté dans l'espace mainstream qui casse rarement des records de vente. Même dans les cercles amateurs, peu de nouveautés secouent régulièrement l'audience, toujours en dehors de gros noms bien implantés ou dans le cas des séries, et encore. Et puis, il y a As It's in You et son problème à 3 corps. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. La trilogie dont je vais vous parler, pour le coup, a fait partie des petites bombes qui ont secoué les amateurs et les néophytes, et qui a pu, en à peine plus de 10 ans, se créer une place au soleil. À l'origine publié en Chine en 2006, traduit en anglais aux États-Unis et en Grande-Bretagne en 2014, puis en français en 2016 et ses suites sorties en Chine en 2008 et 2010, en 2015 et 2016 en anglophonie, 2017 et 2018 en francophonie, le livre a eu un succès et fait pas mal de bruit, à raison. Et comme je vous écoute, parfois, il est temps que je dédie un épisode entier parce qu'il y a de quoi dire sur ces livres. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux bouquin ? Sans spoil, bien entendu, vous me connaissez, c'est pourquoi la vidéo est nommée à partir du premier livre et pas de la saga. En 1967, en Chine, en plein pendant la révolution culturelle, le professeur de physique Ye Zhetai est mis à mort pour avoir enseigné les théories réactionnaires de la relativité générale, du Big Bang et de la physique quantique, et est tué sous les yeux de sa fille Ye Wenjie, astrophysicienne. Envoyée en camp de travaux forcés en Mongolie, elle est condamnée à l'incarcération pour avoir lu un livre interdit, et sauvée de justesse par Lei Zicheng, qui la recrute pour un projet en radioastronomie. En 2007, Wang Miao, chercheur spécialiste des nanotechnologies, est chargé par les autorités militaires d'infiltrer la Société des frontières de la science, car plusieurs scientifiques s'étant rapprochés du groupe se sont suicidés. Il rend visite à Ding Yi, compagnon de la défunte Yang Dong, qui s'est donné la mort suite à des relevés étranges des particules des accélérateurs qui ne semblent plus obéir au modèle standard. Yang Dong en a donc conclu que la physique n'existait pas et ne l'a pas supporté. C'est violent. Wang Miao se rend ensuite compte qu'un compte à rebours apparaît sur son appareil photo, puis son champ de vision. Et Shen Yufei, qui connaît bien la société, lui conseille d'arrêter ses recherches, lui disant que le compte à rebours mènera au clignotement du fond diffus cosmologique. C'est pas rien. Il se connecte sur le jeu des 3 corps, aperçu chez Shen Yufei, dont le but est de comprendre les mécanismes qui régissent la planète aux 3 soleils, avec des personnages capables de se déshydrater pour survivre aux aires irrégulières et chaotiques. Miao constate le clignotement du fond diffus, comme annoncé par Shen Yufei. Il rencontre le policier Dao Shi, qui enquête sur la vague de suicides et qui est persuadé qu'une organisation secrète travaille dans l'ombre pour freiner les avancées de la science. Il va revoir Ye Wenjie, qui lui raconte sa vie et notamment sa recherche auprès du SETI chinois. Il est contacté par Shi Qiang, qui lui apprend que Wei Cheng, le compagnon de Shen Yufei, a été menacé pour ses travaux sur le problème à 3 corps, et Shen est retrouvé assassiné. Pan Han, un écologiste membre de la société, ayant froid avec Shen, est soupçonné. Alors qu'il se reconnecte une 4e fois au jeu, il est convié à une réunion où Pan Han leur apprend, à lui et 7 joueurs, que le monde du jeu existe réellement. Plus tard, il constate sur le jeu qu'une flotte spatiale trisolarienne, pour le nom de la planète à 3 soleils quoi, a décollé de la planète. Une assemblée de l'organisation Terre Trisolaris est fondée, avec plus de 300 personnes, et Ye Wenjie apprend à Wang Miao qu'elle est responsable de la venue des Trisolariens. En 1971, elle découvre que le Soleil amplifie les ondes radio, envoie un signal radio tout en surveillant un éventuel retour. 8 ans plus tard, elle reçoit un message. Un trisolarien pacifiste lui demande de ne pas répondre, sinon le signal leur donnera la position de la Terre et ils se prépareront à l'envahir. Wenjie, profondément marqué par ces traumatismes dus à la révolution culturelle et ayant perdu foi en l'humanité, décide d'inviter les trisolariens, persuadé que la civilisation humaine a besoin d'eux pour devenir meilleure et résoudre leurs problèmes. Bon, il y a bien sûr beaucoup plus que ça, mais en gros, voilà le prémisse du premier livre. Le traumatisme et le cycle de la violence. Ouais, on commence par de la joie et de la bonne humeur, c'est parti, let's go!
Tout au long des 3 tomes, le livre explore la gestion du deuil et de la convalescence, particulièrement autour du personnage de Ye Wanjie, radicalisé par la révolution culturelle et par la perte violente de son père et le chaos qu'elle a engendré. Ce sentiment de perte, de méfiance face à l'humanité qui l'a tant fait souffrir est ce qui la décide à contacter les Trisolariens et à trahir la race humaine. Ding et Yi passent une partie du livre en état de détresse et Mike Evans est tellement détruit, je sais on en a pas parlé mais t'inquiète, il y a un mec qui s'appelle Mike Evans, il est tellement détruit par l'impact environnemental des hommes et par l'abus causé par son propre père qu'il souhaite détruire la race humaine tout bonnement. Plusieurs personnages se donnent la mort et ceux qui ont subi un traumatisme tendent à recréer ce trauma sur les générations suivantes, dans un cercle de violence sans fin. Le livre reste très pessimiste dans son traitement. Le traumatisme change profondément les personnages et les amène à prendre des décisions complexes, et même quelques moments de soulagement ne peuvent pas défaire le poids des décisions et des actions résultant du deuil et de la tristesse et la colère qui l'accompagnent. Les hommes font du mal à d'autres hommes parce qu'on leur a fait du mal. C'est un cycle sans fin, le traumatisme de chacun pouvant avoir un impact immense sur la société humaine dans son ensemble, montré par les actions de Wenjie et de Mike. La technologie versus la politique, la destruction versus le progrès. Bien que décriée pour son improbabilité et souvent placée hors de ces catégories pour cette raison, je place tout de même la trilogie dans la catégorie hard SF, parce que les sciences, les technologies et leurs conséquences sont centrales à l'histoire du livre. Ye Wenjie réussit à utiliser les rayons du soleil pour contacter les Trisolariens, déclenchant l'histoire et finalement sonnant la fin de la civilisation humaine. Elle-même déclare dans le livre qu'elle a créé le feu, mais ne peut pas contrôler sa brûlure. Tout au long du livre, ce qui est d'abord présenté comme une avancée technologique ou un progrès se retourne contre l'humanité, comme le nanomatériel de Wang utilisé pour tuer un équipage. Pan Han, un scientifique spécialiste de l'environnement, décrit le progrès comme un cancer, une création qui échappe à son créateur, qui ne la maîtrise pas totalement. Le progrès sépare les hommes, les détruit et amenuise les relations sociales. De plus, les avancées techniques et scientifiques et le progrès est aussi empêché et utilisé à des fins destructrices par les gouvernements et la gestion politique. Le Parti communiste, par exemple, empêche Wenjie d'avancer dans certains travaux, voire de renier totalement ceux-ci, car ils ne sont pas la bonne version du symbolisme requis par le pouvoir en place. En pleine guerre froide avec les États-Unis et la Russie, le contact extraterrestre représente un avantage économique et politique, voire même militaire. La science est utilisée pour des idéologies qui ne respectent pas le travail fourni par les scientifiques. Encore une fois, pas très joyeux. La théorie versus la réalité. Je l'ai expliqué plus haut, nous suivons en majorité des scientifiques tout au long du livre. Pour la plupart, des astrophysiciens théoriques qui passent leur vie à réfléchir des théories abstraites, mais ont du mal à les faire fonctionner dans le monde réel, et à concilier leurs croyances, même leurs recherches, avec la réalité. Ce que ne supporte pas Yang Dong quand tout ce qui était pris pour vrai s'effondre. La question que pose le père de Wenjie, Zetai, la philosophie doit-elle guider l'expérimentation ou l'expérimentation la philosophie, est centrale au livre. La théorie n'est rien sans la pratique et l'observation dans la vie réelle, comme montré avec Chi Kyang, le policier sans éducation. N'ayant que ses connaissances de la vie réelle pour mentor et savoir, il est capable de vivre l'instant présent et de s'adapter bien plus facilement à lui. Leçon d'ailleurs apprise par Wang Miao, qui réalise que les idées théoriques ne valent rien si elles ne peuvent pas être imbriquées de faits, expériences et de réalité. Les personnages confrontent leurs idéaux à la société régulièrement dans le livre, comme avec la Côte Rouge par exemple, des croyants passionnés, ensuite abandonnés par la société après la révolution culturelle. Un thème exploré de manière très intéressante pour de la hard SF, en tout cas de manière non habituelle. L'histoire et l'héritage. Deux grands H qui ont marqué le cours de l'humanité tout au long de la construction de sa civilisation. Les trois super-pouvoirs que sont l'URSS, les USA et la Chine espèrent tous marquer le cours de l'histoire, devenir le phare sur la colline qui guide les hommes, ce qui les amène à chercher la vie extraterrestre en premier lieu. Cependant, l'héritage laissé n'est pas forcément positif. Wenjie est mise à l'écart et détestée pour avoir contacté les Trisolariens, et les travaux de Wang servent à détruire les autres. De manière très intéressante, cette hubris est aussi présente chez les Trisolariens. 1379 devient également obsédé par la recherche de gloire, mais tout son travail se retrouve nul après la communication avec les humains. On oublie souvent que ce qui marque l'histoire n'est pas forcément positif, voire même pas du tout en fait, pourquoi je suis en train de dire ça, et que l'héritage laissé aux générations suivantes peut aussi bien être le fameux traumatisme et le cycle de violence discuté plus haut. L'espoir. Oui alors je sais c'est pas spécialement évident dit comme ça, parce que l'histoire est quand même tristoune et tout ça, mais c'est aussi un des thèmes explorés tout au long de l'œuvre. Dans une situation désastreuse où tout semble perdu, comment ne pas sombrer et sauvegarder le peu d'espoir qu'il reste ?
Si beaucoup de personnages se laissent complètement aller une fois leur certitude et leur travail de vie effondrés, d'autres gardent espoir. Xiqiang et son pragmatisme aident grandement Wang Miao à tenir la barre. Wen Jie, malgré son traumatisme et ses difficultés à croire en l'humanité, a l'espoir que les Trisolariens sauveront l'humanité d'elle-même. Espoir partagé de manière un peu borderline par Mike Evans. Liu Cixin explore les motivations intérieures de l'humanité pour sa propre survie et comment le désespoir peut donner un nouvel élan à une société ou une personne. Certes, le sentiment général du livre est assez dark, mais l'espoir et le désespoir sont deux composants très importants de l'histoire. La théorie de la forêt sombre. Je vous ai déjà parlé 1000 fois du paradoxe de Fermi sur la chaîne, mais pour rappel, le paradoxe de Fermi s'énonce sous la forme d'une question. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous, ou pas loin. Où sont-ils donc ? Ce paradoxe est déjà très utilisé en science-fiction, mais aussi par des instituts comme le SETI, et du coup a, comme nous tous, un némésis sous le charmant nom de théorie de la forêt sombre, qui peut s'expliquer comme suit. Aucune civilisation ne doit annoncer sa présence au cosmos sous peine d'être détruite par une civilisation plus avancée aux aguets, par prévention d'une compétition à l'expansion. Vous voyez à quel point on est radicalement sur des visions opposées du cosmos et de la vie s'y trouvant, et c'est ce dernier point qui est mis en avant dans le livre, avec les Trisolariens. Les Trisolariens, on l'a vu, ont ce qu'on peut qualifier sans trop se mouiller de vie de merde. Ils vivent dans un enfer permanent et ont une mentalité de survivants, de battants, et l'existence même de la Terre, cette planète toute douce, toute mignonne, toute gentille, avec son soleil unique, sympa, qui défonce pas la gueule de son système régulièrement, leur apparaît littéralement comme un cadeau tombé du ciel. Cette théorie est le point central de l'histoire, notamment du deuxième livre, et encapsule les thématiques et visions du monde de l'auteur. C'est une théorie intéressante, bien filée tout au long de l'œuvre, qui en est vraiment le point central. Une ouverture à une autre littérature. On a souvent l'habitude de qualifier la science-fiction de genre de l'Ouest. Après tout, dans notre paysage culturel mondialisé, la plupart des grandes œuvres de SF proviennent de pays anglophones, et la France a son petit cercle d'auteurs SF. Et on en a parlé dans la vidéo sur le futur de la SF, nous avons la chance de vivre dans un monde plus ouvert culturellement, où de plus en plus d'auteurs et de créateurs d'autres cultures peuvent partager leurs œuvres. Pensons à Bong Joon-ho ou à Nnedi Okorafor par exemple, et bien sûr à notre sujet du jour. Cixin Liu a gagné le prix Hugo en 2015 pour le premier tome de la trilogie, et c'est le premier livre issu d'une traduction à l'avoir fait. A noter que la traduction anglaise a été effectuée par l'auteur sino-américain Ken Liu, qui avait également gagné un prix Hugo et un Nebula pour sa nouvelle La ménagerie de papier en 2012 et 2011. Une réussite qui a su créer une demande en Chine comme en Occident pour la science-fiction chinoise, avec le succès également des livres de Ted Chiang, sino-américain lui aussi. Deux auteurs donc qui ont pavé la voie et ont créé un véritable engouement pour cette littérature, si distincte de la littérature américaine ou européenne. Une littérature plus posée, introspective, aux thèmes résolument différents, car entrelacée avec la culture chinoise. Le respect marqué des aînés et des institutions, la droiture, la loyauté, le travail même dans des conditions difficiles, je caricature, mais vous voyez l'idée. Avec souvent des histoires qui s'intéressent peu aux personnages, une des critiques les plus communes sur la trilogie de Cixin. Par le succès de ces trois auteurs, le public occidental a pu avoir un aperçu de la diversité culturelle chinoise, insoupçonné pour beaucoup. Un mélange entre espoir et désespoir, utopie et dystopie, d'amour de la patrie et de multiculturalisme, d'une histoire lourde ayant marqué des générations entières de traditions, de mythes et de légendes. Une réflexion sur la morale. Le livre incite réellement à la réflexion et à l'introspection, et ce sur l'ensemble des thèmes en général. Mais il y a bien une thématique qui reste en tête à la lecture des livres, c'est bien sûr celle sur la morale et la rédemption de l'espèce humaine. Tout au long du livre, nous sommes confrontés à la violence et à l'abus des hommes sur d'autres hommes ou sur son environnement. Et de la même manière que dans la trilogie de Mars avec le conflit entre les Reds et les Greens, le conflit entre les adventistes et les rédemptionnistes, l'idée est dans le nom, mais les adventistes pensent que les crimes de l'humanité ne peuvent pas être pardonnés, alors que les rédemptionnistes pensent que, avec l'aide des Trisolariens, l'humanité peut se racheter d'une certaine manière. Et c'est intéressant, parce qu'on peut aussi facilement être d'accord avec les deux côtés du conflit. L'humanité a fait des choses horribles qui ont marqué profondément son histoire et la Terre, et dont les effets seront visibles sur des générations entières. La morale de Ye Wenjie est aussi une question qui force à la réflexion. L'envoi de sa réponse déclenche toute l'histoire, mais peut aussi potentiellement condamner l'humanité. Et j'avoue que tout au long de ma lecture, ce choix m'est resté en tête, parce que je n'ai aucune idée de ce que j'aurais fait à sa place. C'est impossible de se mettre à sa place. Et je peux pas la condamner non plus. Vraiment un des livres les plus subtils dans cette approche. Une écriture à part.
Je l'ai dit plus haut, le fait que l'auteur soit issu d'une autre culture fait que son écriture et son approche de la construction de l'histoire est sensiblement différente de ce à quoi nous sommes habitués. Et clairement, son écriture et son style est ce qui dérange le plus les lecteurs occidentaux. Accusés d'être lents, les personnages irréalistes et sous-développés, d'avoir une prose rapide et très à l'ancienne, comparée notamment au début d'Asimov, voire même souvent accusés de ne pas avoir de sens et d'être, oui, mal écrits. Si on peut accuser la traduction de certains écueils, il va sans dire que le style de Liu est résolument à part des écrits occidentaux sortis à la même époque, qui ont tendance à plus se concentrer sur les personnages par exemple. Liu Cixin est à part dans cet univers. Si je ne suis clairement pas capable de juger de la qualité intrinsèque du livre, parce que c'est pas ma ligne d'étude, c'est effectivement une lecture de challenge. Plutôt lente en début, elle immerge en plus dans une partie de l'histoire de la Chine que l'européen ou l'américain moyen connaît peu. Les notes de traducteurs aident pour cela beaucoup et c'est plutôt cool. Et je vais me faire taper dessus, je pense, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher un petit peu au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à ce genre. Cependant, je trouve qu'on s'y habitue vite et que c'est beaucoup moins visible dans les deux suites. Et au final, si on a déjà lu du Clarke ou du Heinlein, par exemple, les personnages peu développés deviennent rapidement juste un aspect supplémentaire du livre. Un aspect à garder en tête cependant si vous souhaitez vous plonger dans l'histoire. Un renouveau de la hard SF. Si je considère The Expanse comme THE livre de space opéra qui renouvelle le genre dans les années 2010-2020, la saga du problème à trois corps est pour moi un des meilleurs exemples de ce renouveau en hard SF, avec les livres de Andy Weir. Même si décriée pour son improbabilité, l'histoire écrite par Cixin déborde de concepts scientifiques et nous en suivons en majorité des hommes et des femmes de science. L'intégralité de la famille Ye, mais aussi Wang Miao, Yang Dong et Ding Yi sont des scientifiques. De nombreuses théories découlant de la physique sont discutées et extrapolées, et c'est ici le plus gros point de divergence avec la hard SF plus classique, où la science, même si plus développée, reste dans les confins de notre compréhension et des lois et théories largement acceptées. L'auteur va au-delà de ça, et n'hésite pas à aller vers une science plus what the fuck, plus ouverte à la spéculation et aux idées les plus folles. Et je trouve très intéressant qu'un livre aussi polarisant, mais aussi couronné de succès, ait cette approche, surtout en France, où on a tendance à vouloir du réalisme à toutes les sauces, et à vomir sur tout ce qui sort de ce qu'on connaît. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un livre qui se permet cette liberté, alors même que les sciences sont centrales à son histoire. En gros, je dis chapeau, et que les auteurs de hard en prennent de la graine. Si vous avez vu ma vidéo sur l'autre ou si vous venez parfois retchatcher un petit peu sur Twitch, vous savez que Liu et moi avons une vision totalement opposée de la potentielle vie extraterrestre. Pour vous expliquer un petit peu sur le principe de l'échelle de Kardashev, une société extraterrestre capable de fournir l'énergie absolument colossale pour voyager entre les étoiles a forcément trouvé des moyens de production ou des technologies ultra avancées. Donc, sont socialement également avancées et n'ont aucun intérêt à venir nous poutrer la gueule. En tout cas, c'est ce que je pense. Elles le feraient uniquement par envie morbide, pas nécessité. Et je classe ça dans la catégorie hautement improbable. C'est expliqué rapidement, mais c'est ma vision du truc. D'un autre côté, l'auteur, par sa réflexion sur la forêt sombre, considère l'humanité comme fragile, à la merci de civilisations plus avancées qu'elle, et donc induit une certaine méfiance de l'inconnu. Et je pense que c'est pour ça que le livre m'a autant touchée, parce qu'il va à l'encontre d'une réflexion que j'ai construite sur plusieurs années de réflexion et de lecture, de fiction ou de non-fiction. Et c'est toujours interpellant d'être confronté à une autre vision aussi radicalement opposée à la sienne. D'un autre côté, j'ai adoré pouvoir me plonger dans une histoire issue d'une autre culture. Toute la partie sur la révolution culturelle chinoise était passionnante. Et j'avoue que ça a déclenché quelques heures de recherche de mon côté pour en savoir plus, parce qu'on l'apprend très peu en cours. Et puis l'histoire de la Chine est de toute façon absolument fascinante. Je l'ai dit plusieurs fois précédemment, mais je suis persuadée qu'à l'avenir, nous aurons de plus en plus accès à de la SF issue d'autres cultures que la dominante européenne et américaine dans notre paysage médiatique actuel. Et le succès de Cixin, Ted Chiang et Ken Liu montre que c'est une littérature qui a sa place dans nos bibliothèques. Et cette trilogie a toute sa place dans le top de vos prochaines lectures. Oui, c'est une lecture parfois complexe, avec un style réminiscent des années 40 à 60, mais c'est une des histoires les plus à part que vous pouvez lire dans votre vie. Une histoire qui reste en tête, invite à la réflexion, à la recherche, à l'introspection. Une histoire comme, et c'est assez rare pour le dire, il n'en existe pas d'autre en SF. Une histoire que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ouf, il fait chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le problème à trois corps, c'est vraiment un des livres qu'on m'a le plus demandé d'aborder. Et même si c'était prévu, j'ai avancé un petit peu la date parce que voilà, en ce moment on m'en parle vraiment beaucoup. Donc j'ai décidé d'avancer un petit peu la publication et la conception de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie comme d'habitude pour votre soutien.
sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur Goodreads, sur Twitch, sur également Tipeee, parce que vous êtes de plus en plus à partager et à donner sur ma page Tipeee, donc merci énormément à vous, ça me fait très plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent, que le travail que je fais sur les réseaux sociaux vous plaît et que vous suivez un petit peu le délire. N'hésitez pas à vous abonner sur ces différents réseaux si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir plus sur la SF et partager un petit peu plus les différentes œuvres dont je parle très très souvent. Et nous on se dit à bientôt dans l'univers.